Bonjour, merci de votre présence et bienvenue dans cette dernière conférence de cette longue journée. Et donc aujourd'hui, on va discuter de comment gérer sa carrière quand on est un professionnel engagé dans la durabilité. Et voilà, l'idée c'est de vraiment d'illustrer quels sont les différents types de carrières. Donc évidemment, on ne va pas être exhaustif, mais on va être le plus... voilà, on va essayer de balayer vraiment toutes les carrières possibles en durabilité et surtout comment est-ce qu'on y arrive avec des postes intéressants. Donc je vais vous présenter les intervenants et les intervenantes un par un et une par une au fur et à mesure qu'ils vont parler. Et donc la première personne à parler va être Nicolas du coup. Donc Nicolas représente en fait les jobs à impact parce que du coup c'est ce qu'il fait, il aide les gens à trouver un job dans l'impact. Héloïse, qui travaille pour People for Impact et pour Birdeo, va parler du coup des métiers qui sont un petit peu plus spécialisés dans la transformation et la transition durable. Anne-Laure, du coup, va vous parler en fait de qu'est-ce que c'est qu'un métier à impact et de comment est-ce qu'on transitionne comment est-ce qu'on fait un métier normal dans une boîte à impact, pardon. Ensuite, il y a Férouz qui a créé du coup une boîte de conseil et donc du coup, comment est-ce qu'on fait pour faire une transition de carrière et créer du coup une entreprise qui fait du conseil en transformation durable. Et enfin Valentine qui travaille dans une direction développement durable et qui va parler du coup de ce job et de de quelles sont les réalités de ce job et comment est-ce qu'on arrive dans cette carrière. Voilà. Et donc du coup je vais commencer par donner la parole à Nicolas qui va vous dire du coup qu'est-ce que c'est que l'impact. C'est quoi l'impact? Je vais faire sur mes slides. Du coup, nous, chez Job Make Sense, on se dit que toutes les bosser dans l'impact positif, il y a 6 types de structures différentes. Donc en gros, je suis un candidat, j'arrive sur Job Make Sense, je veux rejoindre un job à impact positif. Ok, mais peut-être que d'être consultant RSE chez Carrefour, ce n'est pas pareil que être directeur marketing d'une asso. Et donc du coup, pour bien différencier les différentes structures et leur niveau d'impact, on a identifié 6 types de structures. Si vous voulez, vous pouvez afficher les 6 types de structures. Premier type de structure, c'est les structures à impact positif. Ça, c'est typiquement les associations, les structures de l'économie sociale et solidaire, donc il y a un statut juridique. Eux, leur impact, c'est de transformer fondamentalement le cœur de la société. C'est d'avoir un impact social et environnemental très fort de par la mission et l'ADN de la création de ces structures. Typiquement, voilà, je travaille chez Make Sense, une association. Make Sense est une structure à impact positif. Deuxième typologie, c'est les produits et les services responsables, c'est-à-dire que l'impact de ces structures, c'est de fondamentalement diminuer l'impact écologique du produit ou d'augmenter l'impact social du service ou du produit, mais ne transforme pas fondamentalement le cœur de ce qu'ils font. Typiquement, je sais pas moi... Fago, où toutes les structures éco-responsables dans le vestimentaire, en fait, ils continuent à produire des vêtements, mais ils le font mieux, moins carbonés, etc. Troisième typologie, c'est les partenaires de la transition, Birdeo par exemple. C'est des structures à impact de par le fait qu'ils accompagnent soit des structures à impact positif à se développer, soit des structures que je qualifierais plutôt de traditionnelles à se transformer vers des structures à impact positif. Donc ils ont un impact indirect de par l'accompagnement qu'ils font. Quatrième typologie, c'est toutes les acteurs de la sensibilisation et de la formation, typiquement Ecolearn. Là, l'impact, c'est de sensibiliser, c'est de faire monter en compétence des gens, c'est d'éduquer les gens afin qu'ils en sachent plus et qu'ils puissent eux-mêmes du coup s'éveiller aux enjeux de transition écologique et s'investir dans ces boîtes. Cinquième typologie, c'est tout ce qui est service public et d'utilité publique, de par c'est une mission d'intérêt général. Et sixième, du coup là, un service public, c'est pas juste les ministères, c'est l'ADEME, c'est des acteurs comme ça. Et sixième typologie, c'est les structures en transition. Par structure en transition, nous on entend toutes les structures qui historiquement avaient une finalité qui n'était pas liée aux enjeux sociaux environnementaux, mais qui sont en pleine transition de par qui deviennent des sociétés à mission ou qui se donnent des missions RSE là-dedans. Ouais. Et donc du coup là-dessus, nous on met 3 typologies de métiers. Vous pouvez mettre les 3 si vous voulez. Il y a les métiers verts. Eux, ça renferme une compétence technique forte. Typiquement, je suis ingénieur de les énergies renouvelables. C'est des compétences qui s'inventent pas, et qui sont liées directement aux enjeux
environnementaux ou sociaux. Il y a les métiers verdissants, ça c'est une hybridation des compétences entre un métier premier qui est market commercial, achat, finance, vous prenez tous les métiers support traditionnels, mais on y adosse une compétence liée à la durabilité pour transformer le métier et la structure dans laquelle ils sont. Et enfin, la troisième typologie, des métiers classiques, à savoir, moi typiquement, dans l'absolu, je suis commercial, mais par contre, je bosse dans une association, donc du coup, mon job a un impact positif de par la finalité de la mission de l'entreprise ou de la structure dans laquelle je travaille. Sur Job at Make Sense, typiquement, je pense qu'on a, 70-80% de métiers dits classiques, mais dans des assos, des structures de l'ESS. On doit avoir 15% de métiers verts, donc c'est-à-dire des compétences très fortes en termes de hard skills dans des structures en transition ou impact positif. Et on doit avoir 5-10% de métiers verdissants, c'est-à-dire typiquement consultants RSE, achats durables, etc., etc. Et là, sur ces trois métiers, et ben en fait, les métiers classiques, il n'y a pas besoin de formation en tant que telle pour y bosser, c'est plus une notion d'appétence, de culture, qu'est-ce que tu parles bien Pierre? D'appétence, de culture, de transférabilité de compétences d'un secteur à un autre. Typiquement, moi je suis passé d'un commercial d'un secteur avant qui était l'événementiel sportif et je l'ai transféré, je suis toujours commercial mais dans un autre secteur. Les métiers verdissants, là on a souvent une appétence ou une compétence première et après du coup il faut l'adosser à une compétence qui ne s'invente pas, qui est comment je transforme mon taf pour le faire différemment. Et ça typiquement souvent c'est des formations courtes type e-learn, bingo. Et troisième typologie de les métiers verts, là souvent il y a aussi une appétence première sur un champ, je sais pas, par exemple les chiffres, l'ingénierie inventée, etc. Sauf que là, en fait, il va falloir faire des formations en général plutôt longues pour, je sais pas, devenir chef de projet de la rénovation énergétique. A priori, ça s'invente pas, il va falloir apprendre à le faire. Petite précision du coup sur ces métiers verts, donc ceux qui ont eu la chance d'être formés à ces compétences vertes comme par exemple la décarbonation du BTP, pour eux c'est facile parce que du coup ils peuvent trouver des jobs bien payés, etc. c'est facile. Et pour les autres personnes il y a un véritable travail de réflexion sur en fait qu'est-ce que c'est que ma compétence fondamentale et qu'est-ce que c'est qu'une compétence transférable. C'est-à-dire que quelqu'un qui est juriste, c'est quelqu'un qui connaît certaines lois, qui connaît certains décrets, etc. Mais c'est aussi quelqu'un qui a une forme de rigueur, une forme de lecture et une rigueur aussi dans l'expression. Et donc, c'est des compétences qui peuvent être transférées dans beaucoup d'endroits différents. Donc, en fait, il y a une barrière qui est importante avec les métiers verts, mais c'est une barrière qui n'est pas déterminée par la formation initiale, mais qui est vraiment déterminée par les compétences fondamentales. Voilà. Et donc l'idée, c'est de réfléchir chacune à quelles sont mes compétences, qu'est-ce que j'ai fait par le passé et comment est-ce que ces compétences peuvent être transférables vers celles du coup du développement durable en général. Allez, mettons les pieds dans le plat. Souvent, du coup, il y a quand même des freins au fait de s'orienter vers des métiers impact positif. Et le premier, c'est de se dire, oui, mais d'accord, t'es gentil, Nico, mais moi, j'ai quand même un loyer, un emprunt, une famille, etc., etc. Et donc, du coup, est-ce que ça paye pas mal ton truc? Et du coup, il y a des études qui sont sorties, typiquement entre un métier d'une structure traditionnelle et un métier dans le champ de l'économie sociale et solidaire. En général, il y a un écart de 10%, je dirais, dans les 5 premières années post-diplomation et un écart de 30% post-10 ans d'expérience. Donc du coup, oui, ça paye moins, mais on y trouve des salaires qui sont totalement, pour moi, ok. Après, selon son RIB, le revenu induit par ses besoins que je vous invite à calculer, c'est-à-dire en fait concrètement, moi je vous invite, je fais un aparté, mais à sortir de notre valeur de marché et à aller chercher un salaire qui correspond concrètement à nos besoins, c'est-à-dire vous mettez tout ce dont vous avez besoin, épargne comprise, et vous voyez le salaire qu'il vous faut pour vous sentir serein, et ça doit être décorrélé finalement de juste un salaire de marché, sinon en effet vous n'allez pas trouver votre salaire théorique de marché dans l'ESS. Et après par contre, si on entend les jobs à impact positif en général, typiquement les jobs, mais Héloïse je pense qu'on parlera mieux que moi, les jobs diverdissants qui demandent une hybridation des compétences et des compétences très rares et recherchées, là c'est des métiers pour le coup très rémunérateurs comme on le montre la slide. Voilà. Et est-ce que c'est bouché? Non. Là, je vous montre des perspectives du Shift Project, du nombre d'emplois actuels et ou à venir. De toute façon générale, sur Job at Make Sense, on voit que il y a eu un doublement des offres. Enfin, chaque année, on a un double ou un triplement des offres d'emploi. Là, on a fait une campagne qui s'appelait Ingé d'avenir. Il y a un site dédié en octobre. Il y a eu un doublement des jobs verts et verdissants en l'espace de 1 mois ou 2 mois sur notre plateforme. Donc, il y a une demande qui est extrêmement forte.
Et là, quelques chiffres qui l'illustrent. Donc aujourd'hui, mon point, c'est pas du tout une niche, les jobs à impact. Juste l'économie sociale et solidaire, qui est juste une partie des jobs à impact positif, c'est 14% des emplois en France et 10% du PIB. Donc du coup, pour les témoignages, on va excuser Mathilde qui n'a pas pu être présente aujourd'hui, pour donner la parole à Anne-Laure Alberge, du coup, qui est chef de projet à Talent for the Planet. Et tout simplement, Anne-Laure, je vais la laisser aller plus loin, mais elle vient d'un métier classique qui est le marketing et la communication, et elle a réussi du coup à transformer sa carrière en travaillant pour une entreprise verte qui est du coup Talent for the Planet. En effet, bonjour à tous. Effectivement, donc, moi j'ai travaillé 13 ans dans un groupe média qui s'appelle Condé Nast. Donc c'est une publication que vous connaissez tous, puisque c'est Vogue, GQ, AD, Glamour, Vanity Fair. J'organisais, en fait, j'ai fait partie de l'équipe qui a créé GQ en France, donc en 2008. Donc GQ, c'est le L pour les hommes, un peu plus intelligent. Oui, quand même. Je suis confuse, mais c'est vrai. Bref, c'est pas pour. Et donc en fait moi pendant 10 ans je me suis intéressée aux marques, à la conso, aux rêves, etc. sur tous les sujets. Et puis après je suis partie, j'étais responsable marketing France dans le luxe puisque j'étais chez Burberry. Donc autre ambiance, mode, luxe, voilà. Et puis après j'ai eu un déclic. Pour la petite histoire, j'ai eu un petit garçon qui est né très tôt et donc à l'hôpital, quand je l'ai vu pour la première fois, il avait une couverture en plastique sur lui parce que c'est comme ça qu'on réchauffe les tout petits. Et là, je me suis dit, waouh, son empreinte écologique là, elle va être assez impressionnante. Donc c'est bête, c'est un déclic vraiment. Et je me suis dit, mais ok, en fait, moi, je peux plus faire ce que je faisais avant. Donc j'ai arrêté de travailler. De toute façon, je me suis occupée de lui. Il va très bien aujourd'hui, donc il n'y a pas de problème. Mais effectivement, je me suis dit, comment je fais ? Et sur ce chemin de comment je fais pour me former, pour savoir ce que je veux faire, ce qui est amusant, c'est que je suis allée aux 2 premières éditions de l'événement que j'organise aujourd'hui, qui a lieu le 6 mars prochain. Et j'ai rencontré EcoLearn à 2 reprises d'ailleurs, et je me suis dit, bah oui, en fait, il faut que je passe par une formation. Et donc voilà, donc me voici ici quelques années après. Et surtout, aujourd'hui, j'organise un salon qui répond justement aux besoins des gens, donc étudiants, actifs, personnes en reconversion, et qui donne les clés. Et alors, pour la petite histoire aussi, c'est que Jobs y participe, Burdeo y participe, EcoLearn aussi, évidemment, puisque on réunit les métiers, les emplois et les formations pour accélérer la transition écologique et sociétale. Donc nous, on est impact et transition. C'est-à-dire que on sait tous qu'on va pas, toutes les boîtes sont pas impact, toutes les boîtes ne vont pas tout de suite être impact, et que c'est la transition qui est clé aussi, et surtout de former donc les gens. Voilà. Merci beaucoup, du coup, Anne-Laure. Moi, ce que je retiens dans ce parcours, c'est vraiment que donc, quand on vient du marketing et de la communication et qu'on veut faire de la transition, c'est pas forcément facile parce que ça fait partie des métiers où la demande d'emploi est importante et l'offre d'emploi est assez faible. Et donc, du coup, c'est pas c'est pas le secteur le plus facile à transitionner. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans l'exemple d'Anne-Laure, c'est qu'en fait, avec un petit peu de méthode et un petit peu de détermination, en fait, et surtout de la rigueur, en fait, la loi des grands nombres fait que si on continue d'essayer jusqu'à ce que ça marche, ça finit par marcher. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Anne-Laure. Et du coup, je crois que ça se passe plutôt bien maintenant. Exactement. Et je suis heureuse d'avoir rejoint un groupe qui s'appelle AEF Info, qui est un groupe média et qui travaille sur des sujets qui n'ont quand même rien à voir avec ce que je faisais avant. Donc j'apprends énormément et c'est évidemment très utile et un peu moins futile.
Merci beaucoup Anne-Laure. Et du coup, ce qui est vraiment moi, ce que je retiens par rapport à ça, c'est que même si la situation peut sembler floue, difficile, voilà, on ne sait pas comment ça va se passer, c'est tout à fait possible. En fait, il suffit juste de continuer. Et c'est même pas une question d'espoir ou d'envie ou quoi que ce soit. Justement, il faut décorréler tout ça des sentiments et des émotions. Il faut être un petit peu mécanique, c'est-à-dire candidater de manière régulière jusqu'à ce que ça fonctionne, parce que une entreprise qui recrutait pas à un instant T, plus tard peut-être qu'elle va recruter. Votre profil qui n'était pas forcément intéressant à un instant T, en fait après, grâce à toutes vos candidatures et tous vos efforts, il peut devenir intéressant. Donc vraiment voilà, l'idée c'est d'avancer de manière extrêmement régulière et de jamais s'arrêter jusqu'à que vous réussissiez. Et peut-être parfois diminuer ses ambitions dans un premier temps, essayer de faire un coup à plusieurs bandes, parce que du coup quand on a commencé, on a une première expérience, puis une deuxième, puis une troisième. Et du coup, ça nous permet d'atteindre nos objectifs. Et pour finir, j'ai retrouvé mon job quand je suis allée sur Pro Durable, donc un autre salon pro. Et il y avait une petite annonce, et j'ai répondu. Et puis voilà. Et donc, si vous cherchez un job à impact, venez le 6 mars. On a 60 entreprises qui recrutent. Très bien. Dans la partie témoignage métier, du coup, je vois qu'elle est connectée. Mathilde, qui est en ligne. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend du coup, vas-y. Non, du coup, Mathilde Hérouin, je suis ravie d'être là. Et effectivement, je confirme ce que dit Anne-Laure. Moi, j'ai eu un parcours de 10 ans en marketing au départ. Et ensuite, après avoir fait un bilan de compétences et la formation avec Ecolearn sur la gestion durable de l'entreprise, je me suis d'abord tournée vers l'interne et vers une de mission RSE au sein de mon entreprise. Et ensuite, après d'avoir confirmé qu'il n'y avait pas d'opportunité en interne pour être à 100% sur des métiers RSE ou des missions liées à la RSE, je me suis mise à postuler un peu partout. Et au début, je voulais un poste très vert, comme le disait Nicolas au début, et j'avais pas forcément toujours les clés pour directement aller sur ces fonctions qui étaient souvent des fonctions qui avaient besoin de gens qui connaissaient très très bien l'entreprise. Du coup, je me suis dit que j'allais me tourner plutôt vers des entreprises qui avaient dans leur essence même une mission RSE. Et du coup, j'ai intégré une start-up qui s'appelait Coda Bene et qui aide les magasins à détecter les produits qui arrivent proches de leur date de péremption pour les aider à les écouler au mieux et réduire le gaspillage alimentaire. Et en fait, c'est en rejoignant cette start-up que j'ai eu des rôles de projet et de plein de fonctions différentes dans une start-up qui m'ont aidé à atteindre ce rôle. Et ensuite, notre start-up s'est fait racheter par Too Good To Go il y a 1 an. Donc maintenant, je fais un métier de start-up dans la scale-up, si on parle très start-up nation. Et du coup, j'ai vraiment un rôle à 100% d'aider à réduire au global le gaspillage alimentaire dans une entreprise en grande croissance. Du coup, effectivement, c'est pas forcément toujours les métiers qui sont inscrits en tant que RSE directement qui peuvent être visibles, mais qui sont tout aussi intéressants. Merci beaucoup Mathilde. Donc moi ce que je retiens dans le parcours de Mathilde qui est hyper intéressant, c'est quelque chose d'assez courant en fait, c'est des gens qui veulent évoluer en RSE au sein de leur entreprise. Et du coup, ils essayent, et puis au final, ils se font balader par leur RH. Ils se retrouvent avec des 120%, avec 20% de RSE et 100% de leur métier. Et puis, on leur dit oui, plus tard. Et en fait, finalement, ce plus tard n'arrive jamais. Voilà. Il faut savoir que les entreprises, en tant qu'organisation, sont des organisations qui reposent quand même, pour beaucoup, sur de la domination. Et donc, du coup, parfois, il faut savoir mettre en place un rapport de force. Et si ce rapport de force veut dire quitter son entreprise, ce n'est pas très grave. Et encore une fois, les parcours peuvent être tout à fait intéressants, même en quittant son entreprise. Par contre, pour moi, c'est une erreur de commencer par quitter son entreprise sans avoir essayé d'engager ce rapport de force. Et ça pour 2 choses. Déjà parce que vous n'avez pas donné la chance à cette entreprise d'évoluer, de changer, de se transformer.
Et quand même, on a plus d'impact en transformant quelque chose qui n'est pas durable en quelque chose de durable qu'en transformant pour quelque chose de durable. Et ensuite, un profil recrutable en durabilité, c'est du coup un diplôme, une expérience et une expertise. Et du coup, en essayant d'engager cette transformation durable au sein de cette entreprise, vous gagnez du coup cette première expérience. Voilà. Et donc du coup, si vous avez envie de quitter votre entreprise, moi je ne peux que vous engager à, avant de la quitter, essayer d'engager un rapport de force. N'hésitez pas à être ambitieux ou ambitieuse, mais voilà, c'est quelque chose où essayez d'abord de transformer votre entreprise avant de la quitter, même si l'objectif au final est de la quitter, ça vous permettra de faciliter grandement cette transition, parce que cette première marche n'est pas forcément la plus facile à passer, et donc du coup cette première expérience, si vous pouvez l'avoir dans votre job d'avant, c'est beaucoup plus facile pour la transition ensuite. Merci beaucoup Mathilde pour cette intervention à distance. Du coup, on va passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Et on va parler des opportunités en entreprise. Et du coup, je vais laisser Héloïse. Bonjour à tous. Donc Héloïse, directrice communication RSE de Birdeo. Donc Birdeo, pour ceux qui ne connaissent pas, on est un cabinet de recrutement et de conseil RH spécialisé en développement durable et RSE. Donc on existe depuis 10 ans, donc ça fait qu'on a un recul assez important sur l'évolution des métiers dans ces domaines. Donc quand Caroline Renou a fondé le cabinet en 2010, elle était un petit peu toute seule sur son îlot, parce qu'en fait il y avait très très peu de postes à cette époque-là, et le peu de postes qu'il y avait, ils étaient dans des grosses entreprises majoritairement. Et nous, on a vu un véritable shift en 2019, parce que ça a passé tout simplement plus au niveau de la sphère publique, chez les citoyens, chez les consommateurs, en termes de réglementation, il y a eu la loi Pacte aussi, qui a suivi, voilà. Donc il y a fait que ça a fait pas mal faire bouger le secteur, et aussi les métiers. Donc les métiers, nous, alors je vais pas trop répéter ce qu'a dit Nicolas, mais on a une autre formulation en fait pour expliquer un peu ce que nous on recrute en termes de métiers, qui sont les suivantes. Donc nous, on a à la fois les métiers transverses en RSE, que sont les responsables RSE, les directeurs développement durable, directeurs de l'impact, directeurs d'engagement, voilà, qui sont des métiers plus transverses en RSE. On a les experts techniques, que ce soit en consultant ou alors dans l'entreprise, avec le carbone, la biodiversité, la mesure de l'impact, qui sont vraiment des expertises techniques pour lesquelles on recrute, ou les entreprises recrutent. Et enfin, on a ce qu'on appelle chez nous la double compétence, c'est-à-dire quand vous avez votre socle métier traditionnel, finance, marketing, supply chain, achat, auquel vous ajoutez la durabilité. Et donc ça fait des métiers à double compétence, double casquette, comme on appelle chez nous. Voilà, et ça se retrouve dans différents secteurs, différentes entreprises. Donc il y a les entreprises traditionnelles qui recrutent ces fonctions. Il y a l'approche plus sectorielle, et il y a tout ce qu'on appelle entreprise à impact, que Nicolas a présenté avec tout le panel d'entreprises, et pour lequel vous pouvez aussi avoir un métier traditionnel et auquel vous opérez votre métier dans un secteur à impact. Voilà pour on va dire, le panorama, nous, de métiers qu'on recrute. Aujourd'hui, on est plus sur des métiers soit transverses, soit techniques. Parce que, tout simplement, les entreprises, elles font appel à un cabinet de recrutement quand elles cherchent un mouton à 5 pattes, ou à 10 pattes, et que, du coup, elles font appel à nous. On voit une montée de l'intégration de la RSE dans les métiers, parce que de plus en plus, on voit des personnes qui intègrent la responsabilité tout simplement parce qu'elles n'en peuvent plus de faire un métier traditionnel et qu'elles veulent intégrer les enjeux de la RSE. Mais c'est progressif et ça se voit pas forcément. Tout simplement parce qu'il n'y a pas les titres de poste. On va le faire dans sa fonction, mais on ne va pas forcément le dire, on ne va pas forcément l'afficher sur LinkedIn, etc. Donc c'est progressif cette partie-là. En tout cas chez nous, de ce que nous on observe, de ce pourquoi on vient nous chercher. Voilà. Après, si on parle des compétences, parce qu'on fait un petit focus compétences, les compétences qu'il faut pour occuper ces métiers, ils se rejoignent de manière assez simple. C'est-à-dire qu'il faut un socle métier. Donc, ça peut être soit sur les métiers à double compétence, le socle de la finance, le socle du marketing, le socle des achats, ou alors, même si c'est pour la partie RSE, c'est la stratégie, c'est comment monter, comment faire une analyse de maternité. C'est vraiment un socle métier sur lequel on est formé et sur lequel on a ces compétences hard skills, ces compétences techniques.
auquel on ajoute une compréhension des enjeux RSE. Et ça s'invente pas. C'est-à-dire que ça se voit tout de suite, nous, en entretien de recrutement, on le voit si la personne elle a une bonne culture RSE ou non. Parce que quand les entreprises viennent nous chercher, elles veulent quelqu'un qui ne débarque pas sur le sujet, entre guillemets, elles veulent quelqu'un qui quand même connaît ces sujets. Et ça ne s'invente pas. Et ensuite, il y a toute la partie savoir-être. Et alors là, donc au-delà du métier traditionnel que vous avez pu effectuer, sur ces métiers-là, il y a quand même des gros enjeux de capacité à faire bouger les lignes et à embarquer en entreprise qui sont énormes et très très importants, quel que soit le métier. Parce que c'est pas généralisé au niveau de l'entreprise, enfin ça dépend dans quelle entreprise vous êtes, mais en tout cas, en général, quel que soit le métier, il y a une forte capacité à embarquer et à faire bouger les lignes. Il y a une certaine humilité à avoir, parce que c'est une phase de progression. Enfin, on n'est pas vert tout de suite, tout beau, tout rose tout de suite. Donc il y a une certaine humilité à avoir sur certains sujets et des phases de progression dans l'embarquement de son entreprise sur les sujets de durabilité. Il y a tout ce qui est pédagogie, parce que on n'est pas tous au même stade, en fait. Bon, les personnes qui sont dans cette salle, j'imagine, sont quand même bien engagées, mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc il y a une certaine communication et une pédagogie à avoir. Et une faculté de communiquer. Et après, vous avez selon les fonctions métiers que vous occupez, si par exemple c'est des experts techniques en carbone, enfin, une capacité d'analyse, de rigueur, si c'est en RSE, en stratégie, il y a une capacité de gestion de projet, enfin voilà. Après, les soft skills, enfin le savoir-être, pardon, comme ça, peut différer selon les entreprises en fait. Enfin, les métiers. Moi, je rajoutais juste deux petites choses sur les compétences. Il y a vraiment deux petites choses sur les compétences. C'est l'expertise métier. Du coup, bien connaître son métier. Quand on a fait 10 ans d'achat, c'est vachement plus facile de faire des achats responsables après. Et il y a aussi l'expertise sectorielle, qui est en fait de la culture générale, mais de la culture générale spécialisée. Et ça a énormément de valeur, que vous travaillez dans une entreprise ou que vous soyez consultant. C'est-à-dire que si vous connaissez les chiffres, les ordres de grandeur ou les enjeux de durabilité propres à un secteur d'activité, ça a énormément de valeur. Et donc voilà, donc quand vous allez chercher, quand vous allez vous retourner sur votre carrière passée, que vous allez vous demander, ok, qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à présent qui pourrait être transférable en durabilité, cette expertise sectorielle que vous avez gagnée en travaillant dans une entreprise ou en travaillant dans plusieurs entreprises d'un secteur d'activité, ça a énormément de valeur. Et enfin, sur le savoir-être, moi je rajouterais une dernière chose, c'est que globalement, quand même, les gens qui travaillent en RSE et en durabilité sont quand même vachement sympas en général. Et c'est quelque chose de... Non, mais enfin, moi, je trouve, et je trouve que c'est quelque chose qui mérite d'être dit parce que non seulement on fait quelque chose qui a du sens, et en plus, on fait ça avec des gens qui vont dans le même sens et avec qui on a la même envie. Alors, encore une fois, il y a des différents avis et tout, mais voilà, c'est quand même hyper agréable. Alors, si vous voulez changer de cap, si vous voulez vous poser des questions sur vos projets professionnels, même dans votre propre métier, je rejoins complètement Pierre sur ce qu'il disait tout à l'heure, c'est-à-dire ne pas oublier votre entreprise actuelle si vous y êtes toujours. Parce que, en fait, on va rechercher de l'expérience dans un CV. Hein. On va se dire ce qui est, c'est-à-dire que si vous avez des exemples, même si c'est pas les 3/4 de votre temps ou quoi que ce soit, déjà commencez par des exemples dans votre CV sur ce que vous avez pu mener comme projet, même si c'est accompagné, même si vous avez été dans des grandes entreprises, par exemple, il y a de plus en plus d'ambassadeurs, c'est-à-dire que les directeurs RSE font appel à des ambassadeurs pour porter aussi la voix RSE sur d'autres fonctions métiers. Enfin, c'est hyper important d'avoir cette idée de le faire au sein de son entreprise. Voilà, ça c'est le premier point. Après, le deuxième point, c'est de se dire que il faut quand même se renseigner, si on monte un projet professionnel et qu'on veut changer de métier, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est assez long et ça se mature et il faut bien se renseigner, s'acculturer, faire du réseau, se former. Enfin, il y a tout un process pour mener cette reconversion ou cette transition professionnelle qui n'est pas à diminuer en termes de recherche et de réflexion, en tout cas. Donc, il faut ne pas hésiter à aller voir... il y a énormément de contenu gratuit en ligne sur les sujets aujourd'hui, donc à s'informer, à aller à des salons comme Talents for the Planet et ProDurable qui en sont, mais il y a Change Now, il y en a beaucoup aujourd'hui qui existent et de plus en plus sur les sujets. Il faut se renseigner sur les métiers et ne pas oublier votre première partie de carrière, parce qu'en fait, sur votre première partie de carrière, vous avez fait des choses. Il ne faut pas tout balayer.
Vous avez des compétences sectorielles que rappelait Pierre. Enfin, ça, clairement, quand on est consultant, par exemple, et qu'on connaît un secteur, c'est hyper valorisant. Parce que l'entreprise va se dire « Ah ok, donc cette personne a travaillé dans tel secteur, donc elle connaît mes enjeux, elle connaît mes priorités, etc. » Donc il y a toute cette partie-là. Là, ne pas oublier de se former. Bon, ça, Couleurne le fait très bien. Et c'est hyper important parce qu'en fait, c'est ce que je redisais, si la personne, elle ne sait pas en parler, elle ne sait pas où en est le secteur, elle n'a pas les fondamentaux, bah, ça se voit en entretien parce que du coup, on voit que la personne n'a pas, en tout cas si c'est recherché, la personne n'a pas les fondamentaux RSE, ne sait pas d'où ça vient, ne connaît pas les réglementations, ne sait pas comment ça a évolué, etc. Donc il y a une partie de formation qui est hyper intéressante. Et enfin, le réseau. Le réseau. Le réseau, il peut être de différentes façons. Il peut être à la fois dans les événements que vous faites, il peut être à la fois dans votre réseau personnel que vous avez sur LinkedIn, contacter des personnes, leur faire parler de leur métier. Ça peut, en fait, on va dire, plus on pratique le réseau, plus le réseau, s'agrandit, vous fait voir d'autres gens, etc. Et donc, il y a une importance vis-à-vis du réseau. Voilà. Et nous, on a lancé effectivement, parce qu'on a vu qu'il y avait quand même une montée de la part des candidats de se reconvertir pour avoir plus de sens dans son job. Et donc nous, pour répondre à ça, on a lancé un programme pour aider à définir son projet pro, parce qu'on a vu que c'était une demande énorme de la part des candidats de vouloir les aider à définir leur projet professionnel. Ça s'appelle You Future for Good. Merci beaucoup pour ça. Donc moi je rajouterais juste par rapport à tout ça que quand on écrit un CV ou quand on écrit un profil LinkedIn, il faut savoir que avant d'être lu par l'interlocuteur ou l'interlocutrice qu'on aimerait qu'il soit lu, c'est d'abord lu par des gens qui font du screening. Donc parfois c'est des machines, parfois c'est des gens. Et donc du coup, pour passer cette première étape de screening, en fait, il faut avoir les bons mots, tout simplement, les bonnes, voilà. Et une même chose qui peut être faire des économies d'énergie, qui peut être réduire les coûts, etc. Il y a beaucoup de façons différentes de le raconter. Et donc du coup, Héloïse, Burdeo et People for Impact sont des et même Jobs aussi, mais sur des secteurs un peu différents, sont des très bonnes ressources en fait pour aller chercher des mots-clés. C'est-à-dire que moi, ce que je vous invite à faire, si jamais vous êtes en reconversion, c'est vraiment d'essayer de re-raconter avec des mots du développement durable, qu'est-ce que vous avez fait dans votre passé, et si jamais ça marche bien, le réécrire du coup sur votre CV, sur votre profil LinkedIn, parce que ça évitera ce qu'on appelle le negative screening, c'est-à-dire ça vous permettra qu'il y ait un humain qui pose les yeux sur votre CV plus de 5 secondes. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment la première étape avant de réussir. Et globalement, si vous avez que des réponses négatives et que vous n'arrivez pas à décrocher un entretien, c'est parce que vous n'arrivez pas à passer cette étape de negative screening. Et donc du coup, il faut reprendre à zéro, tout rédiger avec des mots différents. Je te rejoins, sur Job Make Sense, on a une CV Tech, c'est-à-dire qu'en tant que candidat, vous pouvez vous créer un profil pour être contacté de façon proactive par des recruteurs. Et je vois bien les recruteurs avec qui j'échange qui disent bon, ta CV Tech, qu'est-ce qu'elle vaut? Et elle me dit bah vas-y, mets tel et tel mot-clé. Et elle me dit ah bah tu vois, enfin du coup en positif ou en négatif. Et donc du coup en fait bah c'est grâce à des mots-clés que les gens vous retrouvent rapidement quoi. Voilà, j'appuie juste. Merci beaucoup Nico. Et donc pour illustrer tout ce que disait Héloïse, du coup je vais vous proposer donc 2 témoignages. Alors un témoignage du coup qui est plus sur du conseil. Donc comment est-ce qu'on fait pour faire du conseil et sur de l'entrepreneuriat aussi du coup de la part de Férouz qui a créé du coup son cabinet de conseil. Mais je te laisse nous en dire plus du coup Férouz. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je reconnais pas mal d'alumni dans la salle, ça fait plaisir. J'ai eu l'occasion de faire pas mal de formations Ecolearn, j'y reviendrai. Alors donc moi je suis Férouz, je suis chef d'entreprise. J'ai créé mon cabinet conseil, je l'ai cofondé avec une alumni aussi, mon associé partenaire Agathe, Martin Belin. Donc c'est l'effet bleu. C'est un catalyseur conseil en RSE et durabilité. Un catalyseur, c'est un élément, de par sa présence ou sa réaction, qui va provoquer quelque chose, qui va provoquer un effet. Et donc on conseille les entreprises soit sur des sujets très précis comme le bilan carbone, les labels, la CSRD aujourd'hui, et j'en passe, ou sur des stratégies à plus long terme de durabilité, transformation de business model. Alors moi, mon témoignage, alors je viens du monde du marketing et de la communication aussi, donc ça paraît être un élément assez qui nous lie. J'ai un parcours un peu, on va dire, atypique à un moment donné. Donc j'ai plus de 20 ans en conseil, en marketing stratégique, opérationnel, communication commerciale.
dans des grandes agences, Publicis, etc. J'ai toujours eu une carrière linéaire sans me poser aucune question, un peu comme dans un tunnel. Et puis à un moment donné, je me suis éjectée de ce tunnel et je me suis retrouvée à me poser une question, qu'est-ce que je veux faire les 20 prochaines années? J'ai pris le temps, j'ai eu la chance de prendre le temps de plusieurs mois d'introspection en disant finalement qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui m'anime? Et j'ai fait ce tour d'horizon un peu, mais sans aucun a priori. Ça aurait pu être l'intelligence artificielle, ça aurait pu être la vie des fourmis en Amazonie, peu importe. Et j'ai essayé d'aller sur les sujets qui me faisaient vibrer. Et donc petit à petit, je me suis approchée du développement durable, sans quête de sens, sans vraiment me poser des questions métaphysiques. Et je suis arrivée sur la loi Pacte, qui m'a provoqué un déclic. Ayant toujours travaillé à accélérer les performances business des boîtes pour lesquelles je travaillais, mes clients, j'ai compris qu'il y avait un nouveau monde et qui était une sorte de passerelle entre le monde capitaliste que j'avais toujours connu. Moi, j'ai fait une école de commerce, une spé finance, donc j'étais vraiment bien moulée là-dedans. Et puis cette passerelle avec le monde de l'ESS et de la durabilité. Et là, ça s'est complètement éclairé. Dans ce parcours que j'ai fait, j'ai voulu avoir d'abord une vision holistique du sujet. Donc c'est passé du carbone au biomimétisme, en passant par la finance durable, en revenant sur l'ESS. Donc vraiment quelque chose d'assez 360 pour être sûr de trouver le point de vibration, ce qui me donnait envie. Et puis l'autre, le conseil aussi, ou l'apport que je peux vous apporter, c'est que je suis allée vers des sujets où des gens m'ont fait vibrer par leur enthousiasme, par leur envie de faire bouger les choses. Je pense notamment à l'AG du futur qu'avait mis en place Profil et Geneviève Ferron qui était encore là ce matin. Son émotion perceptible alors que j'étais dans la salle comme en train de voter pour passage à l'entreprise à mission de la société Mirleton à l'époque, qui était l'équivalent de Danone, hein, puisque c'était le sujet. Son émotion perceptible sur la scène a été un déclencheur absolument incroyable, tout comme des fresques du climat. Alors j'en ai fait 3 la même semaine parce que je voulais absolument comprendre. Et pareil, l'émotion de Juliette Noël à cette époque qui m'a aussi fait quelque chose. Et le conseil que j'aurais à donner, c'est essayer d'aller là où ça vibre en vous, parce qu'en réalité, c'est là où vous aurez vraiment cette dose d'énergie qui est nécessaire. Parce que ce parcours, c'est pas un long chemin tranquille, c'est quelque chose qu'on auto-construit par briques, parce qu'on a un objectif, c'est avoir de l'impact. Comment je peux avoir de l'impact? C'est aussi beaucoup par l'émotion qu'on peut aussi transposer ou donner à quelqu'un. Et donc ça met le focus sur 2 éléments qui sont le réseau. Alors pas le réseau pour le réseau, alors, bien sûr c'est indispensable, mais le réseau aussi parce qu'on va se frotter à des gens, on va côtoyer des gens habités par une envie de faire quelque chose, et c'est vraiment communicatif, et ça redonne une dose d'énergie. Et puis la formation parce que c'est quelque chose qui d'abord vous donne des vraies cartes dans l'impact. Vous pouvez vraiment changer les choses en étant un expert du bilan carbone, en étant un expert de sujets très techniques et très précis. Et là, personne ne peut vous l'enlever. Et puis la formation, parce qu'on y côtoie aussi des gens qui veulent transmettre et qui sont habités, soit les intervenants ou les formateurs, ou bien même les gens. Hein, encore une fois, je reconnais pas mal de gens entre vous, et je sais que vous avez ce point commun. Donc vraiment le réseau et la formation, à la fois pour la compétence et pour être toujours un peu rechargé, un peu comme des batteries rechargées, parce que c'est un choix compliqué. On est dans le flou, on ne sait pas si ça va aboutir, on ne sait pas où on va. Et à un moment donné, l'évidence d'accélérer l'impact en disant j'irai plus vite. Si on monte un cabinet conseil, j'irai plus vite parce qu'il y a un sujet d'urgence qu'on comprend assez vite quand on rentre dans le sujet. Ça ne peut pas attendre la mutation des entreprises, etc. La transformation, on va l'opérer de manière un peu plus brutale, ou en tout cas un peu plus massive en étant dans un cabinet conseil. Voilà.
Merci beaucoup Férouz. Donc moi ce que je retiens du parcours de Férouz en fait tout simplement c'est déjà c'est quelque chose qui me rend particulièrement heureux, c'est quand il y a deux alumni qui se retrouvent ensemble et qui créent une entreprise ensemble. Donc c'est quelque chose qui est arrivé fort heureusement de plus en plus souvent et c'est quelque chose qui en tant que cofondateur d'Ecolearn et je pense même à toute l'équipe d'Ecolearn nous fait particulièrement plaisir parce que ça change des vies, ça change la société, ça change l'infrastructure économique, donc on adore quoi. C'est aussi le transfert des compétences, c'est-à-dire comment est-ce que je viens du marketing et de la communication et j'arrive à transformer ça en création de cabinet de conseil quoi. C'est plutôt c'est assez incroyable, donc félicitations hein, parce que c'est pas forcément facile et c'est trop bien. Et enfin c'est surtout comme je vous disais, il y a deux façons ce qui est important quand on veut faire de la transition, c'est de continuer quoi qu'il arrive. Et moi je vous donnais une approche qui était supprimer vos émotions entre guillemets, essayer d'avancer de manière mécanique, comme ça au moins il n'y a pas de problème, mais c'est c'est pas très drôle quoi. C'est pas hyper enthousiasmant. Et sinon, il y a l'autre façon que propose Férouz, qui est quand même vachement plus sympa et enthousiasmante, qui est en fait trouver ce qui vous fait vibrer, quoi. Voilà. Et donc ça, c'est quand même quelque chose qui est vraiment vachement plus enthousiasmant, et surtout que, quand même, le monde professionnel, c'est quelque chose qu'on fait au moins 8 heures par jour, 5 jours par semaine, donc, en général pour beaucoup d'entre nous. Et donc, du coup, c'est vrai que faire quelque chose qui nous fait vibrer et qui nous fait plaisir, avec des gens qu'on aime bien, c'est quand même vachement plus sympa, quoi. Donc merci pour ton témoignage Férouz et du coup maintenant je vais laisser parler Valentine. Merci beaucoup. Merci. Alors moi je vais faire écho à beaucoup de choses que vous avez dit. Donc je suis aujourd'hui responsable RSE chez Atlas for Men qui est une marque de textile. On est spécialiste des vêtements et accessoires outdoor pour hommes. Et j'ai eu un parcours en évolution progressive. J'ai commencé en communication pour la marque Yves Rocher. J'étais en charge de la communication de la marque et des engagements. Donc j'arrivais sur de la communication, mais déjà des sujets où j'ai pu me forger une culture générale en RSE puisque j'étais au contact de tous les experts terrain de la formulation, des agronomes, des achats qui, eux, faisaient un métier responsable au quotidien. Et donc, je participais à ces groupes de travail. J'ai nourri un petit peu cette culture générale. Et puis, même si on est dans un grand groupe comme le groupe Rocher qui est très engagé avec un ADN fort sur des sujets de responsabilité envers la nature, ça reste une énorme structure avec beaucoup de salariés, beaucoup de monde à faire bouger et donc ça prend du temps. Ça prend du temps, c'est des gros paquebots et j'ai eu envie d'aller voir un petit peu dans des plus petites entreprises. Donc j'ai rejoint Atlas for Men en tant que responsable communication à l'époque, donc pour monter l'équipe communication. Atlas for Men à l'opposé total, pas du tout d'ADN responsable, une marque textile avec une industrie qui est en retard de 20 ans sur la cosmétique, qui fait du vêtement accessible à tous, en grand import, et donc très loin de cette transition. Et puis moi, en ayant nourri toute cette connaissance chez Yves Rocher, j'ai questionné des choses petit à petit. J'ai commencé à essayer de sensibiliser ma direction aussi à ces thématiques-là. Et puis j'ai fait ce fameux on prend 10%, on prend 20%, on prend 30%. Donc j'ai essayé de lancer des projets, je structurais mon équipe. Et puis au fur et à mesure, j'ai essayé de me dégager du temps pour travailler sur ces sujets de responsabilité, d'abord avec d'autres dans l'entreprise qui étaient eux des ingénieurs textiles ou ce genre de choses. Et puis à force de revenir à la charge sur ces sujets en interne, de sensibiliser ma direction, le Covid m'a bien aidée. On a créé une sorte de gouvernance RSE où au début j'étais à 50% entre la communication et la RSE. Et puis petit à petit... j'ai attendu pendant 1 an et demi, 2 ans, mais on a enfin créé la direction RSE et donc j'ai pu prendre le poste de responsable RSE à 100%. Ce qui fait écho à ce que vous avez dit, c'est la partie communication vers la RSE. Pour moi, c'est vraiment un transfert de compétences, c'est-à-dire qu'en communication, on apprend à créer une vision, une stratégie, à embarquer, mobiliser. Et en fait, c'est des compétences qui sont indispensables aujourd'hui dans mon métier. Si je transforme pas l'ensemble des métiers, en fait, je ferai rien moi toute seule face à tous les collaborateurs. Donc vraiment, voilà, cette partie soft skills, conduite du changement, elle est hyper importante et tout aussi importante que la partie, on va dire, plus technique du carbone, de la biodiversité.
Donc c'est des compétences qui me servent tous les jours et j'ai pas mis à la poubelle ce que j'ai fait avant. Et puis quand on arrive de la communication à la RSE, il y a toujours cette question de la légitimité. Est-ce que c'est que de la com ou est-ce que on fait vraiment des choses? Et donc à ce moment-là, quand j'ai pris mon poste à 100%, j'ai fait la masterclass direction durable chez Ecolearn et ça m'a permis un mois de m'assurer que j'étais crédible et légitime sur mon poste. Et puis d'asseoir ça aussi en interne et puis d'avoir un peu plus d'assertivité quand il fallait défendre des projets et surtout de mieux accompagner aussi les différentes équipes et directions en leur donnant des ressources que j'avais pas forcément dans d'autres métiers, par exemple les achats, la finance ou autres. Donc ça c'était important pour moi, la formation. Quand on a créé l'équipe RSE, j'ai aussi recruté quelqu'un en interne chez Atlas for Men. Donc en fait, comme on le disait tout à l'heure, moi d'être sur un terrain connu, de vraiment connaître les collaborateurs, les jeux de pouvoir, l'industrie, ça m'a aidé à bien mettre en place les projets. Et puis j'ai recruté quelqu'un qui était au contrôle de gestion, qui elle aussi s'est formée à travers la formation en e-learning, qui avait moins de culture générale que moi sur le sujet, mais qui a pu du coup s'approprier aussi ces enjeux. Et voilà, donc la transformation en interne des métiers, elle est plus facile si on peut le faire dans son entreprise. En tout cas, il faut être patient, mais moi aujourd'hui, je me sens beaucoup plus apte à aller prendre un poste ailleurs en l'ayant fait dans une entreprise que je connais bien. Le côté ETI, entreprise plus petite, en fait, on est un fast boat. Enfin, moi, on était loin d'entamer une transition. Aujourd'hui, on va tellement vite par rapport à ce que j'ai connu au groupe Rocher, que c'est aussi un bonheur au quotidien que de pouvoir pondre des stratégies, les rendre activables et opérationnelles tout de suite avec les différents collaborateurs. Donc c'est aussi, je trouve, on parle moins souvent des PME et des ETI, mais il y a des super jobs dans ces entreprises-là, qui sont quand même la grosse majorité du tissu économique français. Et qui vont avoir besoin de compétences aussi, notamment avec le nouveau reporting, la CSRD, il y a plein de choses à faire. Et voilà, et je ne retournerai pas dans un grand groupe parce que c'est vraiment un bonheur au quotidien que de voir ces projets avancer aussi vite. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Merci la beaucoup. Communication. Merci beaucoup. Ce qu'on reconnaît dans le projet de Valentine, c'est vraiment cette idée d'avancer progressivement en fait. C'est-à-dire que globalement, la plupart des gens qui viennent voir chez Ecolearn, ils ont au moins 10 ans de carrière devant eux, et de se dire que du coup, il y a une avancée progressive en fait dans le monde de la durabilité, et que du coup, il faut avancer progressivement. Et ça s'est bien passé pour Valentine, donc tant mieux, félicitations. Et même si ça se passe pas aussi bien que ça s'est passé pour elle, c'est pas grave, parce que du coup, en fait, d'exprimer haut et fort ces envies de transition et cette nécessité de transition, déjà c'est bien parce que ça permet de s'aligner avec soi-même, et en plus, du coup, ça permet de se mettre en position de la personne qui était là avant. Du coup, si jamais le poste RSE s'ouvre, du coup, vous êtes déjà prépositionné. Et encore une fois, si jamais ça se fait pas parce que l'entreprise ne souhaite pas le faire ou parce qu'elle n'a pas ses besoins ou parce que X ou Y raison, vous êtes toujours à même de partir et de réutiliser cette première expérience que vous avez eue pour votre transition. Mais voilà, véritablement, l'idée, c'est de se mettre en avant. Je vais très rapidement conclure, du coup, passer les dernières slides rapidement, parce que je sais que la journée a été longue, les dernières slides sont hyper longues. Et donc du coup, très rapidement, sur les métiers classiques, en fait, il s'agit juste de trouver, donc pour répondre à la question que vous posiez tout à l'heure sur, par exemple, qu'est-ce que c'est qu'un commercial durable, la seule raison d'être un commercial durable, c'est de travailler pour une boîte durable, quoi, ou alors de faire du quiet quitting et d'essayer de saboter sa boîte, mais c'est pas très gentil pour les gens qui travaillent dedans. Et donc du coup, pour les métiers verdissants, tout simplement, en fait, il y a une grosse dose de transformation, mais il y a vraiment cette idée de double compétence, c'est-à-dire que j'ai la compétence de mon métier plus la compétence durable qui va avec. Et enfin, sur les métiers verts, il y a vraiment des compétences techniques qu'il faut creuser, soit par des formations techniques, soit par des formations un petit peu plus longues, sachant que dans tous les cas, comme dans tous les jobs, les soft skills sont hyper importants. Je vais rentrer un petit peu plus dans le détail, du coup, à la slide suivante, sur le référentiel des compétences durables. Donc, je vais pas rentrer trop dans le détail, mais en gros, comme je vous disais, d'abord,
le profil un profil recrutable en durabilité, c'est 3 éléments. C'est un diplôme reconnu. Pourquoi est-ce que c'est un diplôme reconnu? Parce que tout simplement, ça permet de savoir que ce que vous avez appris, vous l'avez pas appris sur YouTube. Il n'y a pas de fake news et vous avez une compréhension et une connaissance structurée de qu'est-ce que c'est que le développement durable. Ensuite, c'est une expérience. Donc ça, c'est un peu la partie qui est dommage, mais bon, on n'y peut rien. Hein. C'est l'histoire de la poule et de l'œuf. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à se créer cette première expérience qui permet d'en engendrer une deuxième, qui permet d'en avoir une troisième, etc. Et donc là, il y a vraiment cette notion de parcours de vie et de parcours de carrière. C'est-à-dire que si j'ai un objectif, que ce soit de devenir directeur, directrice développement durable ou consultant, consultante ou quel que soit l'objectif, voilà, si j'y arrive pas du premier coup, c'est pas grave et il faut pas s'acharner à essayer d'y arriver parce qu'au final on fait que de s'épuiser. Faut savoir que les périodes d'essai sont longues, que vous pouvez tout à fait chercher un job en étant dans un job et que voilà, la loi du marché ça marche dans tous les sens et que donc en fait il faut avancer ce que j'appelle les coups à 2 bandes ou à 3 bandes ou à 4 bandes, c'est-à-dire que les petits pas vers son objectif sont la meilleure façon d'y arriver. Et enfin, et par rapport à l'expérience aussi, il est tout à fait possible de re-regarder son CV en arrière, de re-regarder son expérience en arrière et d'aller chercher à reconstruire son expérience, à réinterpréter son expérience. Donc je dis pas de mentir évidemment, mais il y a voilà, l'interprétation est un pouvoir, est un super pouvoir. Il y a beaucoup de gens qui l'utilisent et donc du coup, statistiquement, enfin si vous l'utilisez pas, vous êtes lésé quoi. Et donc du coup, voilà, réinterpréter son expérience par le passé. Et enfin l'expertise, l'expertise, tout simplement, c'est quoi l'expertise? C'est de la culture générale sur un sujet très spécifique. Et donc du coup, ça se construit. Alors ça se construit, ça se démontre, mais voilà. Et pareil, encore une fois, ça se recherche dans son expérience passée. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu sur juste les 3 éléments que font un profil recrutable et voilà, et intéressant en termes dans des métiers du développement durable. Et ensuite, en termes de connaissances et de compétences, nous on l'a divisé en 3. Donc il y a les savoirs théoriques parce que il faut savoir ce que sont les choses, ce que sont les modèles d'affaires, ce qu'est le changement climatique, ce que sont les limites planétaires, les problèmes sociaux, etc. Il y a les connaissances. Attends, je te laisse revenir avant et après. Ouais, donc il y a les connaissances théoriques, il y a les connaissances pratiques et il y a les connaissances techniques. Et voilà, donc ça c'est juste en général, en gros on appelle ça en anglais c'est skills, knowledge, mindset. Voilà, c'est en gros je sais de quoi je parle, je sais comment le mettre en place et j'ai la bonne attitude pour le mettre en place. Encore une fois, on a parlé d'humilité. Moi je le dis souvent, toutes les entreprises ne sont pas pareilles en termes de développement durable. Et c'est pas parce que vous, dans votre foyer, avec votre famille, vous êtes hyper durable que votre interlocuteur le sera aussi. Et si vous le prenez de haut, clairement, c'est pas la bonne façon de s'y mettre. Donc voilà, donc il y a des véritables compétences comportementales à avoir. Je vous laisse passer les slides suivantes si vous voulez. Donc voilà, donc ça c'est les 3. Et ensuite on a développé du coup 4 socles fondamentaux du coup. Donc il y a les fondamentaux scientifiques de la durabilité. Il y a les enjeux sociétaux, il y a les systèmes d'action et il y a tout simplement les modes d'action et les différents outils. Et donc par rapport à ça, nous on a développé ça en 10 ensembles de savoirs que je vous laisse passer à la slide suivante si ça vous va. Et donc dans ces 10 ensembles de savoirs, voilà, je vais pas rentrer dans le détail parce que ça fait beaucoup. Il faut savoir qu'on a fait un travail grâce à Patrick Dumière qui est peut-être dans la salle. Non, mais voilà, on a fait un travail chez Ecolorn de définition de qu'est-ce que c'est que la compétence durable parce que c'est un travail qui avait pas été fait. Donc nous chez Ecolorn on a 2 travaux en fait que vous pouvez trouver directement sur le site internet. Là il est tard donc je vais pas rentrer dans le détail, mais en gros on a travaillé sur ça qui est le référentiel des compétences durables. Donc en fait tout simplement on a essayé d'avoir une approche systématique de toutes les compétences nécessaires pour faire des métiers liés au développement durable. Et on a un deuxième travail qu'on fait de manière annuelle avec Talent for the Planet ici présent et Jobs That Make Sense en plus, qui sont du coup le baromètre des compétences durables où en fait on fait une espèce de qu'on fait une photo du besoin de compétences et de l'offre de compétences et du coup pour les gens qui sont en transition c'est pas mal parce que ça permet de vous positionner à un endroit où globalement le plus il y a un déséquilibre du côté du besoin, le plus le prix payé pour ce besoin est élevé, c'est les lois du marché. Et donc voilà, et donc je vais maintenant prendre les quelques questions qu'il y a s'il y en a, et sinon on va passer à la suite. Je voulais juste rajouter un tout petit truc, Pierre. On est en début d'année. Moi, je sais qu'avec ma RH, on a vraiment des objectifs aussi de formation et notamment de formation RSE de l'ensemble des équipes. On n'y pense pas toujours, mais souvent, il y a des budgets dédiés qui ne sont pas utilisés dans les entreprises. N'hésitez pas à demander des formations sur de la durabilité parce qu'il y a du budget pour et souvent, il est malheureusement même pas utilisé. Donc, ce serait dommage de passer à côté. Voilà.
Donc je vais faire un petit rapide mot du coup sur les formations. Donc là on va parler que des formations qui sont les formations du coup généralistes que les gens ont suivies. Du coup Anne-Laure a suivi la formation qui s'appelle Manager la durabilité en entreprise, qui est du coup en ligne sur 4 mois, et donc ça lui a permis du coup d'avoir ce vernis de ce vernis de formation qui lui a permis d'avoir ce job finalement. Du coup, Férouz et Agathe qu'on fait la formation conseil en transformation durable. Donc la formation conseil, elle est extrêmement concentrée. Elle est pour les gens qui ont déjà qui ont déjà un niveau certain, enfin un niveau minimum en développement durable et ou en conseil, parce que du coup l'objectif c'est qu'à la fin de la formation conseil, vous soyez capable de faire une propale et de réaliser cette propale. Donc voilà, ça nécessite, donc c'est intense, c'est sur 5 jours et ça nécessite un niveau de départ. Donc généralement, soit c'est une expérience préalable, soit c'est d'avoir fait une des formations. Et enfin, du coup, on a Valentine et Mathilde qui ont fait la formation Masterclass Direction Développement Durable. C'est une formation qui est sur 10 jours. Et c'est une journée par mois sur 10 mois du coup, avec, c'est compris, donc les fondamentaux de l'entreprise durable, manager la durabilité en entreprise est compris dans la masterclass direction durable. Et l'idée là vraiment c'est de se dire manager la durabilité en entreprise. L'idée, c'est d'avoir vraiment le vernis avec les outils, etc. Donc, on a ce qu'on appelle l'apprentissage adaptatif. Donc, vous pouvez vraiment creuser si vous voulez. La formation conseil, donc voilà, c'est pour vous donner vraiment les bases de départ, quoi. Et les bases de départ, notamment pour la double compétence. La formation conseil, vraiment, c'est opérationnellement comment est-ce que je développe des outils pour répondre à des missions de conseil. Et la formation direction durable, c'est comment est-ce que je rejoins, voire je prends la tête d'une direction développement durable en entreprise. Voilà. Je précise que Agathe a fait aussi les fondamentaux chez Colern. Ah ben voilà. Moi, j'ai fait la boîte impact et la CSRD récemment avec vous aussi. Voilà. Du coup voilà, parce que c'est vrai qu'on a la formation CSRD aussi qui est pas mal pour tous les gens qui ont une approche marché, parce que du coup la CSRD, comme vous pouvez l'imaginer, vu le nombre de fois que ça a été cité aujourd'hui, il y a quand même un intérêt, une demande assez importante, et donc du coup c'est pas mal parce que du coup les débouchés sont assez intéressants, et pour la boîte à impact, ceux qui étaient intéressés ont pu voir ce que c'était à midi. Merci beaucoup pour tout ça. Merci à toutes et à tous de votre participation aujourd'hui. Et voilà. Merci.